Bonjour à tous, il est 11h01. Nous sommes prêts pour démarrer cet événement. Donc, je m'appelle Laurent Falzoy. Nous sommes sur un événement Quote en partenariat avec Altares et j'ai le plaisir pour cet événement du mois d'avril de recevoir non pas un invité mais deux invités en la personne de Sébastien Charvet qui est directeur commercial chez Altares et Jean-Paul Maniquino-Lambollet qui est Credit Manager chez Altares. Je vous laisse, messieurs, vous présenter et présenter la société Altares. Eh bien, merci Laurent, bonjour à tous. Ravi de participer à cet événement ce matin sur un sujet aussi structurant pour les entreprises. Donc, je suis Sébastien Charvet, je suis directeur commercial chez Altares. Et juste en quelques mots, Altares, qui nous sommes un groupe européen, expert sur l'information de l'information sur les entreprises. Et en fait, nous collectons, nous structurons et analysons la donnée afin de permettre à nos clients finalement de prendre des bonnes décisions. Voilà en quelques mots qui nous sommes. Bonjour, donc je suis Jean-Paul Maniquino-Lambollet. Merci Laurent de m'avoir convié à cet événement. Donc je suis Credit Manager chez Altares. Je suis arrivé il y a maintenant quelques mois chez Altares pour participer à l'évolution de la structure dans le cadre de son évolution au niveau européen. Voilà. Super, merci. Du coup, moi, je me présente aussi rapidement. Laurent Falzoy, je suis directeur commercial et marketing de Quote. Quote, on est une fintech. On développe une solution intégrée de crédit management. Donc, il y a un espace de travail communautaire et digital pour les crédit managers, les directeurs financiers. On a plusieurs modules, module de gestion des risques, module de recouvrement et un module de reporting. Donc, voilà, une solution technique qui permet de faciliter, simplifier le quotidien des directeurs financiers et des credit managers dans à la fois l'évolution digitale de leur métier et dans l'évolution des attentes vis-à-vis de la situation actuelle. On a un sujet effectivement qui est structurant et qui concerne à la fois les équipes commerciales mais également les équipes financières et les équipes de credit management. Donc, on a pris ce sujet comme une affirmation qui est quand vente et finance travaillent main dans la main, c'est toute l'entreprise qui gagne, et au travers d'une problématique à laquelle on va répondre, qui est finalement comment diffuser une culture cash auprès des équipes commerciales et pour quels résultats. On verra qu'Altares a mené ce projet et a réussi à mettre en place ce projet auprès des équipes commerciales, et Sébastien et Jean-Paul nous apporteront leur témoignage. Mais d'abord, avant de rentrer dans la réponse à cette problématique, on pensait qu'il était intéressant de vous partager des éléments de contexte vis-à-vis de la crise sanitaire et la crise économique actuelle, et notamment sur où en sont les entreprises françaises par rapport à cette crise après un an de Covid. Donc, c'est la première question à laquelle on va répondre. Et c'est Sébastien qui va utiliser les études nombreuses qui sont publiées par Altares pour pouvoir nous apporter cet éclairage sur le contexte. Ensuite, Jean-Paul nous apportera aussi un éclairage sur les impacts finalement de la crise sur le métier de credit manager. Alors, quelles sont les évolutions, quels sont les changements dans le quotidien des credit managers. Et puis ensuite, on passera à l'exemple concret avec une sorte d'interview où Sébastien et Jean-Paul répondront à mes questions pour apporter leur expérience sur comment ils ont fait pour pouvoir diffuser la culture cash et intégrer finalement de manière active et opérationnelle avec des résultats concrets les équipes de vente d'Altares dans la stratégie globale de crédit management de l'entreprise. Et puis on se laissera 15 petites minutes à la fin du webinaire pour pouvoir échanger avec vous et vous laisser la possibilité de poser vos questions. Sébastien, je te laisse la parole pour la première question. Donc, où en sont les entreprises françaises après un an de Covid? Merci Laurent, effectivement. Peut-être rappeler juste qu'il va y avoir des sondages qui vont être proposés dans le chat, je crois, hein, Laurent, d'abord, voilà, qui vont nous permettre aussi peut-être d'être en réaction à vos questions ou à vos réactions, c'est intéressant. Alors là, tu poses… Tout à fait. Excuse-moi, effectivement, j'en profite, j'ai oublié d'en parler. Vous avez un onglet sondage sur la droite de votre écran. Donc, effectivement, je vais soumettre tout au long de la présentation différentes questions. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour y répondre. Merci Sébastien, je te laisse la parole. Je t'en prie.
Alors effectivement, où en sont les entreprises françaises après un an de Covid? C'est une très bonne question. Alors, hasard du calendrier, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu dans la presse ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Altares publie trimestriellement des études qui sont largement reprises dans les médias sur les défaillances d'entreprises. Et encore plus en cette période compliquée, il est intéressant de se poser ces questions-là et réellement de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ce qu'on constate, en fait, c'est que finalement, la situation économique dans laquelle nous sommes, elle est assez paradoxale, je dirais même schizophrénique, parce que d'un côté, on constate une chute des défaillances qui est extrêmement marquée, prononcée. Hein, je crois que Thierry disait hier dans un papier que sur les 12 derniers mois, c'est pratiquement 40% de défaillances en moins sur le marché français, ce qui est totalement historique. Mais paradoxalement, on se rend compte qu'on est quand même dans un environnement de plus en plus risqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate de façon simple? Finalement, c'est que dans les éléments qui vous sont chers, vous, en tant que credit manager, c'est que finalement, on constate des retards de publication de comptes. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, n'ont plus ce réflexe aujourd'hui d'aller publier leurs comptes, ou en tout cas qui prennent un peu plus de délai, un peu plus de temps. Alors, pour des raisons diverses, souvent parfois parce qu'elles ont peur peut-être de mettre à nu une situation complexe et réelle. Et finalement, pour vous, en tant que pur financier, quelque part, c'est un peu une perte de repère dans vos schémas classiques, puisque l'analyse des bilans, c'est quand même un élément qui est fondamental. Et les questions qui se posent ici, c'est comment je prends les bonnes décisions de crédit avec ce nouveau paradigme, avec ces informations qui sont manquantes. Voilà. Et nous, notre croyance, c'est de pouvoir analyser effectivement des bons signaux à partir de la donnée sur les entreprises. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu l'introduction. Pour ce qui est des chiffres, finalement, la situation économique que nous vivons actuellement, elle peut paraître stable en apparence, mais quand on regarde précisément l'évolution des comportements de paiement, alors si je parle des comportements de paiement, c'est parce que vous savez à quel point aujourd'hui le crédit interentreprise, c'est quelque chose qui est extrêmement important en France. Hein, ça représente pratiquement 700 milliards d'euros qui sont aujourd'hui prêtés. Et Jean-Paul parlera précisément des délais de paiement et tout ce que vous pouvez faire en tant que credit manager pour mettre en place ces processus. Mais de façon extrêmement simple, qu'est-ce qu'on constate? On avait, en février 2020, 47% des entreprises qui payaient à temps leurs fournisseurs. On voit qu'on a une baisse carrément, pratiquement de 3 points de base sur ces gens-là. Donc, on a ces gens qui payent à temps qui payent, du coup, un peu moins aujourd'hui. Et de façon un peu plus, si on regarde précisément les plus de 90 jours, et c'est là où c'est le plus dramatique finalement, c'est pratiquement 50% d'augmentation d'entreprises qui payent au-delà de 90 jours leurs fournisseurs. Okay, et ça concrètement, c'est vraiment un point d'attention extrêmement important. Maintenant, si on regarde dans le détail les typologies d'entreprises, finalement, on se rend compte que dans cette crise, il y a un paquet d'entreprises qui finalement ont plutôt bénéficié. Et c'est vrai que ce système d'aide qui est mis en place par le gouvernement, le PGE, il y a des aides qui sont parfois territoriales, locales pour les entreprises afin de faire face à cette crise. Finalement, elles ont permis à certaines entreprises même d'améliorer leur comportement de paiement. Forcément, j'ai du cash, et donc je peux payer mes fournisseurs rapidement, j'en ai besoin pour maintenir mon activité, et donc quelque part, je peux améliorer mes délais de paiement. Okay, bon, il y a une grande majorité, on a vu, plus de pratiquement 40%, pas vraiment de différence. Et puis, ce qui est le plus important, et c'est là un pool d'entreprises qu'il va falloir surveiller de très très près, ce sont ces entreprises qui ont aujourd'hui une dégradation de plus de 10 jours de leur délai de paiement. On parlait de supérieur à 90 jours. Là, c'est je payais à 20 jours, je paye à 30 aujourd'hui. Okay, donc ça, ce sont des indicateurs qui sont extrêmement importants à suivre. Et ce groupe d'entreprises, c'est quand même ça, on parle de centaines de milliers d'entreprises qui aujourd'hui ont du mal à suivre, qui finalement ont ponctionné un petit peu toutes les aides qu'elles ont pu obtenir et qui aujourd'hui ont du mal à faire face à leurs échéances. Je rajouterai une chose importante par rapport à ça. On parle beaucoup de reprise économique dans les semaines et mois à venir, ce qu'on espère. Ce qui va être encore plus difficile, c'est les entreprises qui vont avoir besoin de trésorerie pour relancer leur activité. Okay, donc, ce qui veut dire que le deuxième pic de défaillance est assez préoccupant sur la fin d'année, milieu et fin d'année de 2021. Alors, je vous disais tout à l'heure, on a sorti hier une étude sur les défaillances de Q1 2021, et là, sans appel, et ça aussi, c'est un signe à regarder de très très près.
on constate jusqu'à la troisième semaine de mars, on va dire deuxième semaine de mars, début de troisième semaine de mars, que finalement, le nombre de défaillances est pareil, comme l'année dernière, extrêmement en baisse, puisqu'on est à moins 38% sur la deuxième semaine, moins 58% sur la première semaine. En revanche, et là c'est beaucoup plus préoccupant, fin de trimestre, on commence à voir arriver une très très forte augmentation des défaillances par rapport à l'année dernière. Alors je vous rappelle qu'en son temps, en mars l'année dernière, mars-avril, quand les mesures ont été mises en place, les tribunaux de commerce ont reçu consigne effectivement d'arrêter, de stopper l'ensemble des procédures. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que 8 entreprises sur 10 qui se présentent devant le tribunal de commerce sont en liquidation judiciaire directe. Okay, donc, c'est des entreprises qui viennent parce qu'elles savent directement, voilà, il n'y a pas de plan de continuation, il n'y a pas de, c'est vraiment de la liquidation directe. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Et donc, à suivre de très, très près. Juste un éclairage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Altares fait partie d'un réseau qui est le réseau d'Allen Bradstreet, qui permet à nos clients d'accéder à de la donnée sur le monde entier. Et j'ai pris ici l'exemple de la Chine parce que la France, bien entendu, finalement, ce qu'on constate en France sur le retard de paiement, on le constate aussi à l'international. Et là, c'est pareil. Hein, alors, avec un peu de décalage, puisque la Chine est sortie, entre guillemets, sortie un peu avant nous de la crise. Mais là aussi, on observe les mêmes tendances. Hein, une forte augmentation des délais de paiement interentreprises. Et ça, c'est préoccupant. Et ça, vous ne verrez pas dans les bilans. Voilà. Bon, ça, je vais passer rapidement. Et dernier élément, parce que je vois que le temps passe, dernier élément important. Qu'est-ce que nous a apporté cette crise également? Finalement, c'est l'extrême capacité qu'ont eu les entreprises à se transformer rapidement grâce au digital. Okay, et là, il y a un chiffre intéressant, c'est-à-dire que 50% seulement des entreprises étaient prêtes. En fait, on avait vraiment un rythme d'activité qui était très très faible. Et on voit sur les courbes ici, c'est une étude que Harris a menée pour l'INSEE. Donc, on voit l'évolution de l'activité durant la période de confinement. Et on voit que malgré tout, hein, on est encore au troisième confinement aujourd'hui, beaucoup en télétravail, et on a une activité qui a fortement repris, et ça, c'est quand même très, très positif. Et je crois que c'est un peu la clé, c'est comment vous transformez, comment vous digitalisez vos processus. Et ça, je vais laisser à Jean-Paul le soin de préciser ces points-là. Merci Sébastien. Ce qui est intéressant à travers ce qui vient d'être dit, et c'est la première information que je souhaite partager avec vous, c'est que malheureusement aujourd'hui, 28% des personnes interrogées sur la partie finance des entreprises concernées, 28% seulement ont mis en place un processus finalement d'order to cash du credit management. Compte tenu d'un contexte économique que tout le monde connaît et subit depuis maintenant 1 an, compte tenu des répercussions que ça a pu avoir, ce pourcentage, malgré tout, reste extrêmement bas, alors que justement, on parle d'impact sur le métier du credit manager. C'est assez surprenant de constater un niveau aussi bas, en fait, finalement, d'entreprises ayant mis en place, ayant eu les moyens de mettre en place une action corrective. Et on va essayer un petit peu de revenir dessus. Et à la première question, comment renforcer le credit management dans le cadre de crise et des impacts qu'on a pu avoir, la première façon, c'est de renforcer une transversalité assez importante, car inutile de le rappeler, mais c'est toujours bon de le dire, le credit manager, c'est pas que quelqu'un qui est en finance dans une espèce de tour d'ivoire, hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu à la croisée des chemins. On parle là d'un petit peu d'order to cash. Alors, c'est un mot, une terminologie un peu anglaise, mais qui globalement en fait définit l'ensemble des processus liés au cycle de vente. Et c'est ce qu'on voit ici à travers la vente, le marketing, la DSI, la finance, les achats. Toutes ces activités rentrent pleinement dans le cadre des actions d'amélioration du processus order to cash, afin justement de minimiser les impacts, ou en tout cas de contrôler les impacts au niveau du credit management, mais pas seulement au niveau du credit management, au niveau de l'entreprise. Parce que c'est quelque part le sujet aujourd'hui. Et donc, c'est d'arriver à justement structurer, renforcer la transversalité de la fonction, plus proche du business, mais aussi des fonctions support, afin de gérer au mieux, et on l'a vu précédemment, les tensions de trésorerie,
de nos clients, les impacts aussi de l'entreprise, les propres enjeux de l'entreprise, la préservation de sa base client, on l'a vu aussi précédemment, nombre d'entreprises aujourd'hui sur le rapport 2021, en mars 2021 qui est sorti, qui passe directement en procédure collective, qui est assez inquiétant en tant que credit manager, mais d'un point de vue entreprise, tout aussi inquiétant. Donc cette transversalité est nécessaire, véritablement nécessaire à la fois donc, sur les métiers de vente, marketing, finance et DSI. Car bien évidemment, le credit manager, encore une fois, et j'insiste là-dessus, ne doit pas être seulement et uniquement une interface finance, mais véritablement une interface à la croisée des chemins des différentes activités d'entreprise. Pour ce faire, forcément, on se doit de travailler, et on va le voir sur les différents slides, à la fois en amont et en aval de la fonction de credit man, qui, comme je le précisais, est à la croisée des chemins, en amont, de telle façon à anticiper, prévenir et garantir le risque sur, bien évidemment, les fonctions commerciales afin que la productivité augmente. Pourquoi? Parce que faire du business, c'est très bien, mais faire un business qui est rentable, c'est tout aussi important. Donc, de pouvoir définir des stratégies et une base client enrichie et qualifiée, ce qui va permettre aux équipes commerciales de mieux prospecter et pour l'entreprise d'en tirer un bénéfice puisque l'activité sera beaucoup plus sécurisée. Bien évidemment, si possible, de pouvoir automatiser. Donc, Sébastien en faisait un petit peu état tout à l'heure de la digitalisation de certains de nos processus qui sont aujourd'hui, on le voit, le travail à distance a aussi accentué cette situation-là sur le fait de pouvoir communiquer et d'avoir une information fluide sur nos différents outils. On y reviendra un petit peu tout à l'heure dans ce que nous avons pu mettre en place au sein d'Altares. Et bien évidemment, alors là on le voit, d'automatiser la qualification des leads sur l'aspect bien sûr business, mais aussi l'automatisation de certaines tâches en aval sur la partie recouvrement. Donc bien évidemment, une fonction renforcée en amont pour prioriser, on l'a vu, c'est vraiment le maître mot, l'anticipation, la priorisation des actions en support du business pour générer de la valeur, parce que en termes d'impact pour le credit man au sein de l'entreprise, c'est aussi un des points qu'on va développer, la génération de valeur auprès du business. Comment je peux générer de la valeur en amont de mon activité et bien évidemment comment j'en génère aussi en aval de mon activité. Là, en amont, on est véritablement sur une notion, encore une fois, de sectorisation, de cartographie, de telle façon à ce qu'on ait des activités commerciales qui puissent adresser des clients les plus sains possibles, et en tout cas ayant une santé financière qui nous permet de pouvoir avoir une vision à moyen et long terme sur notre activité, sur notre business. Bien évidemment, le credit man gère aussi toute la partie aval du processus order to cash. Cette gestion, pour nous, pour moi, s'appuie sur une vision un peu systémique des choses, de telle façon à ce que l'activité du credit man puisse être sous contrôle et que son environnement, au sens large, puisse être maîtrisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'appuyer sur des processus internes qui vont nous permettre d'être le plus efficace et le plus efficient. Quelques exemples de processus internes sur lesquels on a travaillé aujourd'hui, qui sont sur nos avoirs, nos litiges, bien évidemment la bad debt, les provisions clients qui sont un des éléments majeurs et impactants pour une entreprise, les pertes éventuellement aussi. Donc, ce sont cet aspect de processus qui, pour nous, sont une des premières étapes. Bien évidemment, la notion de reporting, on y verra tout à l'heure en termes de communication, pour qu'on puisse communiquer à la fois largement sur la situation, mais aussi avoir une communication adaptée et structurée en fonction de nos interlocuteurs. Toutes les informations ne nous concernent pas ou ne vont pas avoir le même impact si on va s'adresser au board d'une entreprise, à un comité de direction, à des sales managers ou à des sales. Et donc, bien évidemment, adapter les formats de reporting et la façon de les adresser. Et enfin, une notion organisationnelle, à la fois sur des activités de collection. Tout à l'heure, on en parlait, je reprends l'exemple de
des procédures collectives à fin mars. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un niveau de rapidité qui est assez édifiant. La notion de liquidation judiciaire, on en connaît la cause pour une entreprise. Donc, la nécessité pour une activité de recouvrement d'être structurée et d'avoir à la fois les objectifs et les KPI nécessaires pour contrôler sa base client et typiquement pour anticiper un maximum les procédures collectives, suivre certains indicateurs comme les indicateurs de retard de paiement que l'on a aujourd'hui chez nous au sein d'Altares. Une organisation d'équipe, une organisation structurelle des relances clients, l'impact Covid et puis finalement l'impact de la crise nous a obligés un petit peu à nous réinventer. Chez Altares, on a fait en sorte d'adapter nos processus de relance, non pas et seulement pas uniquement basés sur des critères financiers, mais aussi des éléments de structuration commerciale, sur une segmentation commerciale, parce que tous les clients ne s'adressent pas de la même façon. On va être, je pense, assez clair sur ce sujet-là, je pense qu'on est tous d'accord, pour qu'on puisse derrière, basé sur un système de relance assez classique, assez précis, mettre en place peut-être des plans d'action qui soient un peu spécifiques pour soit adresser des points dans le cadre de clôture, soit adresser des points dits un peu plus structurels. Je vais prendre comme point structurel un point qui est important pour les creditman aujourd'hui à travers la crise, qui sont des entreprises dites zombies, qui sont, je pense, un vrai risque pour demain. Et quand je dis demain, c'est véritablement dans les mois à venir. On sait que ces entreprises zombies aujourd'hui existent parce qu'elles sont maintenues en vie par des actions étatiques. À la sortie de la crise, ces structures-là, en fait, ne vont plus exister et on risque d'être confronté à justement un accroissement matériel des structures tombant en procédure collective immédiate. Et donc, typiquement, quand je parle de plan d'action spécifique dans l'organisation de l'activité du creditman, le focus sur les entreprises zombies reste primordial. J'essaie d'avancer un peu vite parce que je vois le temps défiler. Bien évidemment, on en parlait précédemment, de pouvoir aujourd'hui structurer une activité de recouvrement pour les creditman. Alors, bien évidemment, ça dépend de la maturité d'entreprise, de l'état d'avancement des investissements dans la digitalisation des entreprises, mais très clairement aujourd'hui, au-delà des indicateurs que l'on peut avoir nous permettant de pouvoir structurer une activité, piloter une activité, les activités de collection au sens propre du terme ont dû être forcément remises en cause par la crise pour justement adapter, prioriser, optimiser les actions en recouvrement, la remontée d'informations. J'ai essayé de faire le plus vite possible pour que justement on puisse respecter le timing. Je te passe la main. La présentation est bien, merci d'avoir le timing est quasi respecté. On a une ouverture de lumière pour pouvoir passer au témoignage et aux questions avec les participants. Il y a déjà les premières questions qui ont été posées. J'ai répondu pour dire qu'on est très en fin de séance. Merci Sébastien pour l'éclairage sur le contexte. Merci Jean-Paul pour l'éclairage sur l'impact de ce contexte sur le métier de crédit manager et effectivement au-delà des pratiques, j'ai envie de dire classiques sur l'amélioration des recouvrements, la gestion des risques. Effectivement, il y a une bonne pratique qui nous permet qui peut être activée, qui est comment j'intègre également en amont le plus en amont possible au niveau des forces commerciales cette culture de risque. On va voir par un exemple concret en réussissant ce type de projet, ça va aller effectivement. Oui. Je crois que le son est très mauvais là. Le son est très mauvais quand tu parles, excuse-moi. Ah, excusez-moi. D'accord. On t'entend comme un robot en fait. Ok, je suis désolé, je vais... Est-ce que c'est mieux? Non. Je vais me taire, on va passer à la suite. Je suis désolé, vraiment, les tests. C'est pas grave, ça fait partie du direct. On va avancer, il n'y a pas de souci sur ça. Je vais vous poser une question simple. Je ne sais pas si on m'entend bien. C'est pourquoi
c'est important de diffuser les cultures cash auprès des forces de vente. Est-ce que sont vous en merci. Alors nous, on connaît la question à l'avance, hein, puisqu'on l'a travaillé. Donc, nous, on l'a bien entendu. Peut-être je vais la redonner très simplement. La première question de Laurent, effectivement, c'est pourquoi est-ce que c'est si important de diffuser une culture cash au sein des forces de vente? Je vais peut-être laisser déjà la parole à Jean-Paul avec sa vision de Credit Manager sur ce sujet-là. Merci Sébastien. Ça peut paraître un peu surprenant, mais pourquoi diffuser une culture cash au sein des forces de vente? La première réponse qui me vient, c'est que bien vendre, c'est bien parce qu'on pérennise nos marges pour l'entreprise. Par contre, bien encaisser, c'est tout aussi bien parce qu'on pérennise la capacité d'investissement d'une société. Ça paraît assez simple comme ça de le dire, on a un peu l'impression qu'on enfonce une porte ouverte, mais revenir à des notions un peu pragmatiques sur la culture cash auprès des forces de vente, encore une fois, c'est rappeler des basiques, des fondamentaux, rappeler que, bien évidemment, la culture cash, je l'ai précisé tout à l'heure, en deuxième point, n'est pas que l'apanage de la finance, mais c'est l'apanage et le souci de tous. La crise du Covid n'a fait que simplement mettre en exergue des problématiques existantes avant, malheureusement. Et donc, la culture cash ou order processing, hein, comme je l'ai appelé tout à l'heure, concerne bien tous les acteurs de l'entreprise et l'intégralité de la chaîne, et pas seulement la finance, et pas seulement le commerce, mais aussi le back-office, les équipes de production, à tous les niveaux. Et bien évidemment, et un point qui pour moi est important, c'est que la finance s'inscrit dans le cycle de vente. La finance n'est pas en parallèle du cycle de vente. La finance intervient dans le cycle de vente en créant de la valeur, alors soit en amont, dans le cadre d'une négociation avec un client, dans le cadre de validation des conditions de paiement, dans le cadre de ciblage de clients pour de la prospection, en aval, sur sa relance client, sur, bien évidemment, adapter ses processus internes de recouvrement de provisions, tout en garantissant, bien évidemment, les règles de l'entreprise. Donc, on s'inscrit dans une notion de partnership, de business partnership assez forte. Et voilà pourquoi diffuser une culture cash au sein de l'entreprise, c'est parce que tout le monde, finalement, est concerné, pas seulement le commerce ou pas seulement la finance. Merci Jean-Paul. Je vois que Laurent je pense qu'il va se reconnecter. Donc moi, je vais effectivement répondre avec la casquette commerce, casquette sales. Le premier point, c'est effectivement, pour moi, le cash, c'est vraiment l'affaire de tous. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à communiquer à la fois dans toute l'entreprise, mais en particulier aux sales. C'est simple, hein, et Jean-Paul l'a dit en quelques mots, s'il n'y a pas de cash, c'est simple, hein, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouveaux produits, on ne paye pas les salaires, on ne paye pas les commissions des commerciaux. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Après, je pense que diffuser également une culture cash au sein des forces de vente, ça garantit à l'entreprise une vraie cohérence dans les processus de prospection jusqu'à l'encaissement. Hein, Jean-Paul a parlé effectivement de la mise en place de discussions autour des leads. Je vous assure, enfin, pour les credit managers qui sont là et pour les commerciaux qui sont là également, il n'y a rien de pire pour un commercial de prospecter une entreprise, de convaincre, de vendre, de signer un bon de commande et de revenir vers son entreprise avec le bon de commande tout content et d'entendre un credit manager dire « Ah ben non, ça ne va pas être possible », soit parce que l'entreprise est en pression collective, soit parce que l'entreprise, effectivement, a des conditions aujourd'hui, des délais de paiement qui sont si faibles qu'il faut renégocier les délais de paiement, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Voilà. Mais pour ça, on en parlera après, mais c'est vrai qu'il est important de donner une base de travail concrète aux équipes de vente sur laquelle ils peuvent s'appuyer, sur laquelle ils peuvent travailler main dans la main avec le creditman pour pouvoir mener à bien l'ensemble de ces actions. Voilà. Ça, c'est une vraie conviction qu'on partage chez Altares. Laurent, tu es revenu? Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est parfait, super. Je suis désolé pour cette petite problématique. Mon micro a été saturé, je ne sais pas. Donc j'ai mis des écouteurs. Donc si c'est mieux, tant mieux. Merci Sébastien d'avoir enchaîné. La deuxième question, du coup, c'est une question pour toi aussi, qui peut être intéressante de savoir comment vous fonctionniez avant chez Altares, avant la mise en place de ce projet, et puis avant l'implication du coup de manière automatique et très active des forces de vente dans notre stratégie de crédit management.
C'était comment le fonctionnement avant? Ouais, c'est une très bonne question, effectivement. C'est important de voir d'où on vient aussi, hein, pour savoir où on est, même si on a encore beaucoup de chemin à parcourir. En fait, c'est simple, il n'y avait pas de process. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un peu comme une sorte de mur de Berlin entre les différentes équipes, pas d'outils. Et ça nous amenait à un système finalement qui était plutôt de sanctions plutôt que d'éducation de la force de vente. Et quand je dis sanctions, c'est que très simplement, on fonctionnait avec des fichiers mensuels de décommissionnement des commerciaux relatifs au fait que voilà, j'ai un client qui paye pas, ben, automatiquement je décommissionne le commercial. Donc si vous voulez, c'était longtemps après les phases de recouvrement de la direction financière que le commercial était informé. Et pire, parfois, certains contrats n'étaient même pas renouvelés parce que le client n'avait pas payé sa facture un an avant. Donc la situation était totalement ubuesque, alors même que, comme on l'a dit en introduction, nos commerciaux sont quand même sensibilisés au risque client, puisque c'est quand même un des moteurs et un des segments de marché qu'on adresse en priorité chez Altares. Donc j'ai envie de dire, les cordonniers sont souvent les moins bien chaussés, c'est le cas. Donc voilà, donc en fait, le seul moment d'échange que nous avions avec les directions, les directions support et les directions du credit management et la direction financière, parce qu'on n'avait pas de credit manager à l'époque, c'était un moment de tension autour des décommissionnements. Et vous savez comme moi, pour les commerciaux qui sont autour de la table, que quand on touche aux commissions, c'est assez délicat. Voilà, donc il a fallu faire un vrai travail de fond de manière à pouvoir embarquer tout le monde. Et on en parlera après des actions qu'on a menées, mais c'est vrai que la mise en œuvre, et notamment d'un projet CRM, a grandement facilité ce travail et cette adhésion des forces commerciales à ce principe très très important, c'est vraiment de suivre le cash, le recouvrement, les litiges. C'est aussi de notre responsabilité. Voilà. Donc du coup, effectivement, c'est une structuration de process, un projet de mise en place d'un CRM qui vous a permis de vous poser, de prendre un peu de hauteur et de structurer les process. Et du coup, de profiter finalement de ce projet-là pour intégrer la notion de risque et la notion de gestion des risques en amont par les forces commerciales directement dans leurs activités. Et finalement, vous êtes passé un peu d'une logique punitive, qui était peut-être la logique d'avant, à une logique de responsabilisation des équipes commerciales en vous disant on vous donne toutes les informations, on vous donne les outils pour permettre effectivement à la fois d'optimiser vos activités commerciales, c'est-à-dire de passer du temps sur les prospects qui ont le plus de chances finalement de payer dans les temps et d'être de bons clients dans la durée. Et en même temps, ça permet également de faire des économies sur toute la chaîne, c'est-à-dire si on s'est renseigné en amont au plus tôt, effectivement, moins de recouvrement, pas de contentieux, ou en tout cas moins de contentieux, donc du coup des économies en bout de chaîne. On le détaillera tout à l'heure sur finalement les avantages et les résultats que vous obtenez grâce à ce projet. Mais ok, donc c'est structuration d'un projet CRM qui vous a permis finalement de passer de cette logique un peu punitive à une logique de responsabilisation. Ok. D'un point de vue plus pratique, sur comment est-ce que finalement, une fois que la volonté a émergé de se lancer dans ce projet, c'est venu comment vous avez procédé et comment vous avez réussi finalement à mettre en place ce projet, en combien de temps? C'est Jean-Paul, du coup, peut-être je pourrais laisser la parole à Jean-Paul pour répondre à cette question. Exactement, merci. Alors, comment on a pu procéder? Alors, pour les creditman qui sont en ligne avec nous, bien souvent, et ça arrive encore malheureusement, on demande au creditman de prendre son bâton de pèlerin et entre guillemets d'y aller. Va diffuser la bonne parole, vas-y tout seul. La chance qu'on a eue chez Altares, et très clairement, hein, je le dis avec la plus grande honnêteté, c'est que le premier input, il est venu du top management. Il n'est pas venu seulement de la direction financière, il n'est pas venu seulement de la direction générale de la filiale, il est véritablement venu du top management et c'est, je pense, pour moi, une des clés du succès quand le board ou notre CEO, hein, très, très clairement, hein, pour le nommer, est le premier à porter ces sujets-là et le premier à mettre en avant la culture du cash au-delà des mots, au-delà des idées. Et donc, je pense que la première étape, comment procéder, pour moi, la première étape, elle est là. J'ai fait partie de structures antérieurement où
malheureusement, le niveau de maturité n'était pas le même. En tout cas, l'état d'esprit n'était pas le même. Et c'est très compliqué pour des creditman ou des DAF d'aller structurer, mettre en place un processus de credit management ou d'order to cash sans un appui réel et sincère du top management. Mais cette impulsion, en fait, c'est à la fois, bien évidemment, le board, notre CEO, les filiales du groupe Altares, qui chacune à leur niveau, relayées par leur DG directement, en fait, qui elles aussi font passer ce message-là et le portent aujourd'hui. Sébastien est là pour en témoigner, mais les sujets de cash sont abordés aujourd'hui très ouvertement et très librement avec Sébastien ou notre autre directeur commercial, mais comme Frédéric Bach, qui est le directeur général de la filiale, qui est aussi partie prenante du sujet. Et quand je dis qu'il est partie prenante, c'est pas un moindre mot. Il est vraiment acteur. Donc, premier point, c'est l'impulsion du top management. Le deuxième, on en parlait un peu précédemment, sur les notions de communication. Comment je communique sur les activités et sur quoi je vais communiquer et avec qui je communique. Je communique sur des KPI qui sont, là encore une fois, les creditman ou les DAF connectés. On va pas forcément leur apprendre grand-chose, mais ça va être sur du DSO, sur du top client en retard de paiement, sur des litiges les plus importants. Ce sont nos KPI, ce sont nos éléments en fait qu'on va utiliser. En revanche, mon expérience m'a appris que quand je m'adresse au sales manager, au patron d'activité comme Sébastien, il va falloir prioriser. Pourquoi ? Parce que c'est aussi de comprendre, et c'est le rôle du creditman, de comprendre le rôle de la personne qu'il a en face de lui et de dire voilà, j'ai besoin de toi pour tel et tel sujet. Alors forcément, et ça arrive encore, quand on arrive avec une liste de 20-30 sujets problématiques, en règle générale, le business freine des cas de fer et vous dit on verra ça après. En revanche, quand on arrive à prioriser, c'est le rôle du creditman, il dit voilà, je vais avoir besoin de toi sur 4-5 sujets prioritaires, maintenant on les gère sur le mois. Là, pour le coup, on arrive à optimiser l'action. On arrive à sensibiliser la personne. Donc ça, c'est le rôle du creditman en amont, de pouvoir définir cette stratégie où il va demander forcément du support en interne. Encore une fois, il n'est pas tout seul, pour justement utiliser au mieux les ressources de l'entreprise. La communication, donc hebdo, qui pour moi me semble la plus judicieuse, parce que ça permet à tout le monde de savoir où on en est. Mensuel, bien évidemment, parce qu'il faut forcément nous arrêter de manière, comptable sur une situation. Et une communication, bien évidemment, donc adaptée. Je reprenais l'exemple tout à l'heure de mes litiges. Bien évidemment, la communication qu'on utilisera ne sera pas la même en fonction de l'auditoire qui est en face de nous. Et bien souvent, c'est là aussi la responsabilité du creditman de s'adapter à cette situation. Pourquoi ? Pour pouvoir générer de la valeur. Parce que finalement, quand on se pose la question de comment je vais arriver à mettre ça en place, peu ou prou, on a tous à peu près les mêmes idées et on sait à peu près tous comment faire. Et on va pas réinventer l'eau chaude. En revanche, bien souvent, quand le creditman se pose la question de dire comment je vais créer de la valeur dans le cadre de l'entreprise, parce que c'est mon rôle, c'est à la fois de sécuriser mon business et de faire respecter les canons de la beauté de mon entreprise. Mais quand je veux sécuriser mon business, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a une action en amont, donc un travail à faire auprès des équipes commerciales sur de la segmentation, sur de l'intervention dans le cadre des négociations auprès de mes équipes commerciales, sans forcément parler finance. Je pense que ça, c'est aussi un élément qu'on a pu mettre en place. Et bien évidemment, en aval, sectoriser ses clients, intégrer dans le cadre de nos outils des éléments, des indicateurs comme le score et le PDEX qu'on a à travers notre plateforme Intwiz, qu'on utilise bien évidemment pour nous, pour pouvoir nous adapter, prioriser nos actions et cibler nos actions de telle façon qu'on puisse être générateur de valeur. Comment je génère de la valeur en aval ? Typiquement, si je prends les exemples de mes litiges et que j'applique une Pareto, tout simplement, qui est une règle de gestion, je vais analyser sur mes litiges ceux qui sont les plus récurrents, ceux sur lesquels je vais avoir un impact de cash
conséquent ou alors un impact en termes de qualité de service, parce que c'est tout aussi important, et c'est pour ça que je disais que la finance fait partie du cycle de vente. On a aussi, à travers les litiges, un indicateur de satisfaction client. Agir et mettre en place des actions correctives pour pouvoir justement à la fois réduire notre temps de litige. C'est une de nos réussites, je pense, sur ces mois passés, nous permettant à la fois donc de traiter des problématiques clients importantes, parfois ayant des impacts de cash significatifs, et bien évidemment gérer l'insatisfaction de nos clients. Donc, c'est à la fois de l'impulsion, de la communication, je génère de la valeur, et derrière, en termes de mise en place, de manière très pragmatique, tout ce que je viens de décrire avant, en un trimestre, ça s'est mis en place. Le premier mois, il a fallu que nous travaillions sur les supports, les personnes qu'on adresse et comment on adresse. Les premiers signaux ont été quasiment immédiats. Si je prends l'exemple des litiges, on a pu résorber, et de mémoire, c'était au mois de septembre l'an dernier. Donc, juste après la période estivale, en un mois de temps, on a déjà eu une évolution significative sur le traitement de nos litiges, ce qui était assez conséquent, bien évidemment avec un impact sur nos niveaux d'overdue qui a aussi baissé aussi significativement. Donc, en un trimestre, globalement, cette politique se met en place. Très rapidement, les indicateurs et les creditman et DAF autour de la table, bien évidemment, les connaissent. En revanche, on va plutôt cibler la communication ou prioriser les sujets. Les effets sont quasiment immédiats et on arrive à un niveau de maturité au terme de 3 à 6 mois, en règle générale. Ok, merci beaucoup. Réponse très, très, très complète, très claire. Peut-être Sébastien, du coup, sur la question d'après, sur finalement concrètement aujourd'hui, pour un commercial chez Altares, ça se passe comment, à la fois dans sa prospection, également dans le suivi des portefeuilles clients? Oui, juste avant, si tu permets juste de compléter ce qu'a dit Jean-Paul, parce qu'il y avait un point très très important sur le top management. Oui, rapide, on a 5 minutes pour conclure, on a encore 2-3 questions, donc ouais, rapidement. Alors, tu as raison, je vais passer, parce que du coup, Jean-Paul a dit la majorité, mais c'est vrai que l'investissement du top management, il est primordial. De façon très concrète, qu'est-ce qu'ont les commerciaux aujourd'hui? Ils ont une politique commerciale qui est très claire, hein, qui a été édictée, qui a été communiquée à l'ensemble des équipes. Jean-Paul passe du temps dans les équipes aussi avec les managers à la fois parler de son métier, c'est important, témoigner, parler des dossiers, que ce soit pas forcément du curatif, mais également on met en place des comités business dans lesquels la DAF et la direction générale a toute sa part de responsabilité et de décision sur des délais de paiement, sur des prix, sur des conditions de facturation, etc. Sur on y va pas, pour avoir une vraie décision d'entreprise. Et puis en fait, les équipes, elles ont accès directement dans le CRM à beaucoup d'informations, que ce soit sur des prospects ou sur des clients, des informations financières, des scores de solvabilité, alors sous forme d'indicateurs assez faciles à lire. Hein. Si c'est rouge, j'y vais pas, ou alors si j'y vais, mais je paye, je demande un paiement à la commande. Et puis si c'est vert, peut-être que l'encours peut être plus important, etc. Donc avec un système qui est finalement assez simple à comprendre pour les commerciaux, hein, une sorte de go-no-go. Sur la partie client, et puis surtout les informations qui se mettent à jour régulièrement de manière à suivre en permanence l'évolution, parce qu'on signe un contrat avec un client, peut-être que ça se passe bien au début, mais attention aux événements que l'entreprise peut avoir, que le client peut avoir, de manière à pouvoir réadapter aussi notre communication et commerciale et financière, identifier rapidement les litiges. Voilà. Et dernière chose concrète sur le process, effectivement, on a en place une fois par semaine des comités avec le credit management pour travailler les gros dossiers, être informés, et nous, systématiquement, on remonte ça on descend ça à nos sales managers, aux équipes, et on prend part nous-mêmes sur des gros dossiers, aux actions curatives si c'est nécessaire. Mais je rejoins ce que tu as dit, c'est en partie aussi, ça nous aide dans la satisfaction client. Voilà. Un client qui paye bien, c'est aussi un client qui est content. Un client qui paye mal, s'il a été mal éduqué, ok, il paye mal, mais à nous de changer. Mais s'il paye bien, c'est qu'il est content. Et ça, c'est un vrai signe important pour nos équipes. Ça veut dire qu'on va pouvoir retourner le voir, lui faire de l'upsell, du cross-sell et lui proposer autre chose. Et donc, effectivement, un levier aussi d'augmentation de l'activité et de développement. Exactement. Très clair. Merci beaucoup. Du coup, ça fait une transition sur les bénéfices. Concrètement, le fait d'avoir mis en place ce projet, vous en avez déjà parlé dans vos réponses,
Si on pouvait condenser dans une réponse commune, finalement, à la fois les bénéfices d'un point de vue du creditman, d'un point de vue de la finance, de la mise en place de cette initiative, et puis les bénéfices aussi pour les équipes commerciales, de manière très pragmatique, voilà, les KPI, les bénéfices, les améliorations que vous avez pu constater. Si je peux me permettre de répondre en premier, Sébastien, déjà, les indicateurs que nous avons en place au sein d'Altares, qui sont connus de tous les creditman et de tous les DAF, encore une fois, on n'a rien inventé, sont en nette amélioration. Alors, en revanche, je suis désolé, mais Altares étant sous LBO, il y a bien évidemment certaines informations que je vais taire très simplement. Ceci étant, ce que je peux diffuser sans aucun problème, c'est que sur l'exercice 2020, on a constaté une baisse significative de nos overdues d'entre 13 et 15% sur l'année, avec un impact en valeur de plusieurs millions d'euros, ce qui est assez significatif. Deuxièmement, un point qu'on a abordé tout à l'heure, les litiges, qui sont un élément à la fois majeur d'entreprise, mais aussi vis-à-vis de nos clients. C'est, je pense, sûrement une des plus belles réussites qu'on a pu mettre en place en très peu de temps sur 2020 et qui perdure aujourd'hui, bien heureusement, où on est passé aujourd'hui d'un temps de traitement de litige à X semaines. Aujourd'hui, on est inférieur à 4 semaines pour le temps de traitement d'un litige les plus significatifs pour nous, significatifs en termes de montant et d'impact client. Aujourd'hui, c'est en moins de 4 semaines qu'on arrive à les gérer, les clôturer et être payé. Donc, c'est quand même une véritable évolution dans les impacts de l'entreprise, tant des impacts financiers que des impacts clients. Ok, merci beaucoup. Sébastien, je ne sais pas si donc pour les équipes commerciales. Oui, juste un commentaire, et j'aime bien le commentaire que Mme Arbia vient de faire sur les propos, effectivement, agir ensemble collectivement de ce qui a marqué derrière Jean-Paul, qui est une des valeurs du groupe Altares. Moi, je crois que finalement, le bénéfice important, c'est qu'aujourd'hui, on a des commerciaux, et c'est pas mal de dire, qui sont finalement heureux, entre guillemets, épanouis, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils sont intégrés au processus, parce qu'on leur cache rien, on ne met pas les dossiers sous les tapis. Et finalement, l'échange permet vraiment aussi de les faire monter en compétences. Et ça, pour un directeur commercial, c'est la priorité. Voilà. Et on fait plus de business. Ok, ça effectivement, c'était concis et concret. Je pense que ça parle à tout le monde. Pour terminer merci pour ce témoignage. Pour terminer, peut-être effectivement, parmi on a à peu près une centaine de personnes qui sont connectées. Toutes ces personnes, parmi celles qui souhaitent mettre en place ce type de projet, donc essayer d'impliquer un peu plus leur force de vente et les équipes commerciales dans leur stratégie, la mise en place et la mise en œuvre de leur stratégie de crédit management. Quels seraient les conseils que vous aurez à la fois, du coup, peut-être pour les directeurs commerciaux ou d'un point de vue commercial, pour toi, Sébastien, et avec le point de vue du credit manager, pour toi, Jean-Paul. Peut-être Jean-Paul, si tu peux démarrer. Ah, ton micro est coupé. Pardon, je vous prie de m'excuser. Ce qu'il y a à mettre en place d'un point de vue creditman, déjà on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est encore une fois avoir l'honnêteté de remonter le fait que cette politique-là ne s'applique pas toute seule dans un coin et seulement et uniquement liée à une action de finance. C'est une action qui est transverse, qui doit être motivée par l'intégralité de la chaîne managériale et la chaîne de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'avoir les outils de digitalisation permettant de pouvoir mettre en place ces éléments-là. Alors, Sébastien en faisait état, mais le simple fait aujourd'hui que notre CRM commercial soit interfacé avec nos propres outils sur lesquels on va retrouver un score, un PDEX, et qui permettent de pouvoir définir 3 feux, un rouge, un orange, un vert. Ça paraît assez simple et un peu basique, mais en termes de prise de décision, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, et on crée de la valeur. Donc, avoir les outils digitalisés permettant de pouvoir mettre ça en place. Et puis après, effectivement,
d'avoir la structure organisationnelle pour pouvoir amener cette structure cash. Je reprends deux exemples, hein, une structure de collection pure et dure adaptée à la situation et à nos clients. Ça, c'est la partie aval. Et en amont, un truc tout bête, Sébastien parlait tout à l'heure, l'implication du creditman à la fois sur la qualité de l'information qui va remonter, mais aussi le fait de partager commercial sur des sujets business où on parle business et on ne va pas parler finance. C'est la finance qui fait un pas aussi vers le business. C'est tout aussi important. Ouais, et moi, ce que je dirais rapidement, hein, pour moi, diffuser, c'est avant tout faire adhérer. Hein, c'est surtout pas, comment dire, imposer les choses. Donc, c'est expliquer, c'est accompagner les forces de vente. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus quand c'est nécessaire, à savoir recadrer. Ça, c'est important parce que les commerciaux ont cela de génial, c'est qu'ils sont parfois très innovants eux aussi dans leurs approches commerciales et parfois au détriment de l'intérêt de l'entreprise. Donc voilà, donc je pense qu'il faut pas hésiter à recadrer, mais voilà, mais ça s'est très bien passé et on continue dans l'échange, c'est le principal. Ok, merci. Patricia Arbia qui nous dit effectivement Creditman égale, c'est un nouveau super-héros du crédit client. Elle pose la question. Alors, je suis désolé, je ne vois pas les questions qui s'affichent dans le chat. Malheureusement. Je vais les poser, je vais les poser. On va passer du coup aux questions. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Peut-être qu'on débordera un petit peu avant de vous laisser pour la pause déjeuner. Effectivement, donc Creditman, c'est des crédits de Superman ou des crédits de Superwoman. C'est ça dans la description que Jean-Paul en fait. Juste pour moi, rebondir sur la partie, effectivement, Jean-Paul, tu parlais des outils. Être bien outillé, c'est aussi important. Alors évidemment, je fais un peu l'instant autopromo où je parle de Quote, où on développe effectivement, nous, depuis 2 ans maintenant, avec des credit managers, un outil qui vous permet de gérer effectivement tout votre process de recouvrement, la gestion des risques sur votre portefeuille client, et on développe une nouvelle fonctionnalité assez récente qui permet, vous nous avez présenté vous un témoignage qui finalement vous êtes allé au bout des choses, avec une maturité qui est aujourd'hui assez élevée dans l'optique d'intégrer les forces commerciales dans la stratégie de crédit management. Nous, effectivement, pour pouvoir la première étape, pour pouvoir finalement franchir la première marche de l'escalier, on développe un produit qui s'appelle Quote Prospect. Alors, on s'appuie sur la partie notation, sur la partie comportement de paiement, sur les données d'Altares, en partie aussi. Et donc, pour permettre effectivement aux commerciaux de faire des demandes directement au credit manager et sur des prospects. Et du coup, ça peut permettre effectivement d'être une première étape par rapport à ce que vous nous avez présenté, où on est dans un système totalement automatisé, avec une intégration complète dans le CRM qu'utilisent les commerciaux. Quote, finalement, regroupe l'ensemble des données sur la partie gestion des risques de votre portefeuille client, recouvrement et également, du coup, gestion des risques liés à vos prospects. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on pourra vous présenter ça plus dans le détail. Je pense que ça permet effectivement d'être une première étape importante avant d'aller encore plus loin et de se rapprocher de ce que vous nous avez présenté. Alors, on va passer aux questions, à moins que vous ayez tous deux un mot final. En ce qui me concerne, non. Je pense qu'on va peut-être aussi laisser l'opportunité aux gens de pouvoir s'exprimer. Ça me paraît important. Tout à fait. Je vais reprendre les questions. Alors, j'ai eu beaucoup de messages au moment de mon micro. Le micro a fait des siennes, donc je vais trier. On reprend des questions. Donc, une question de Félix qui nous dit, qui reprend par rapport au contexte qui a été présenté par Sébastien en début de présentation. Donc, bonjour. Pour l'heure, il y a 50 000 ou 500 000 entreprises qui sont en difficulté. En France, est-ce qu'il y a un outil Spark pour détecter le nombre des entreprises sur un listing dans un délai de 3 mois aux États-Unis au lieu de 12 à 18 mois? Oui, alors je peux prendre la réponse. Alors, tout à l'heure, on a parlé des entreprises zombies, qui sont effectivement celles qui sont, à notre avis, d'analystes, celles qui sont le plus proches de l'entrée en défaillance directe. Aujourd'hui, on estime ce nombre à 63 000. C'est un nombre qui est assez fixe en France. Après, toutes les autres entreprises, effectivement, je pense qu'on est plutôt de l'ordre de 500 000, qui sont aujourd'hui avec des problématiques de trésorerie ou qui vont l'être demain, qui doivent faire face aux difficultés à venir dans le cadre de la relance économique. Là, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup plus. Et après, pour ce qui concerne effectivement les fichiers dont vous parlez ou les outils,
on a des capacités effectivement à identifier, de par notamment les comportements de paiement, un certain nombre de ces entreprises et de les capter, de les diffuser sous forme de plein de systèmes, des fichiers par exemple. Mais ça, effectivement, c'est des choses qui existent sur le marché. Ok, merci. Une question d'Étienne Perret qui est liée à la présentation de Jean-Paul sur les impacts sur le métier de credit management. Il demande quelle acception, donc quel sens donnez-vous au mot avoir, entre guillemets, dans les processus internes. La partie avoir, c'est souvent ce qui résulte, alors ça peut soit résulter d'un litige, soit d'une négociation. Donc la notion du pilotage des avoirs est importante pour l'entreprise parce que déjà, l'impact d'un point de vue revenu est conséquent, et peut-être conséquent, et donc c'est des éléments qui doivent être pilotés. Et deuxièmement, avoir cette cartographie pour pouvoir se dire est-ce que c'est un avoir lié à une négociation commerciale ou est-ce que c'est un avoir lié à un litige, et si c'est lié à un litige, lequel? Est-ce que ce litige est redondant et comment je peux le régler? Voilà. Très bien, merci beaucoup. Question de Carole 10 qui nous dit « Bonjour, quels sont les éléments permettant de repérer les entreprises dites zombies ?» C'est une bonne question, effectivement. Alors, ce sont les éléments typiquement financiers. Malheureusement, on n'a pas toujours les éléments financiers sur les entreprises puisque, comme on l'a dit, on a deux conséquences. La première à la crise, c'est qu'il y a les entreprises décalent leur période de déclaration de leur compte financier, mais on constate quand même depuis plusieurs années qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui déposent leur compte. Donc néanmoins, on a dû modéliser avec nos équipes de data science un certain nombre de critères pour identifier ces boîtes-là. Elles sont très très facilement identifiables, justement sur ces critères de problématiques de trésorerie, d'évolution de trésorerie dans les bilans. Mais on pourra vous faire passer des éléments là-dessus très concrets sur les méthodes de calcul. Super, merci. Deux questions aussi de Félix Dutieu-Hatt. Alors, j'espère que je prononce bien votre nom. Comment organisez-vous votre transition vers l'automatisation de la sécurité? Est-ce que c'est une préoccupation majeure? C'est peut-être plutôt pour Jean-Paul. Je ne vois pas trop. C'est pour Jean-Paul, oui. De sécurité. Est-ce que c'est une préoccupation majeure? Oui. Mais ça, encore une fois, c'est pas que Altares, hein. C'est, je pense, une priorité pour tous. Au-delà de la notion RGPD, et effectivement, aujourd'hui, ces questions qui reviennent assez souvent sur la sécurité, sur la qualité de nos données, sont des éléments où aujourd'hui on fait évoluer Altares vers un niveau de maturité beaucoup plus important encore qu'il n'était par le passé, de façon à ce qu'on puisse s'assurer, contrôler, sécuriser, bien évidemment, à la fois nos propres données clients, mais aussi les données qu'on utilise et qu'on met à disposition pour nos clients. Donc, bien évidemment, oui, c'est une priorité, clairement. Je peux juste compléter, ça c'est un point important dans notre processus. On a lancé un projet il y a quelques semaines maintenant, c'est récent, de digitalisation des factures. Et ça, c'est effectivement en matière de sécurité, en matière ça c'est un point qui est majeur et c'est un nouveau défi dans notre processus client. On voit aussi, nous, c'est important chez nos propres clients, effectivement, la partie des maths de facture a tout son rôle à jouer. Deuxième question qui est aussi un peu technique, sur comment arrivez-vous à mettre en place les flux des encours sur les capitaux investissements avec les données que vous avez sur la solvabilité? Comment arrivez-vous à mettre en place les flux des encours sur les capitaux investissements avec les données métriques sur la solvabilité? Alors, je cite. Vas-y, Jean-Paul, vas-y. Si je peux me permettre, aujourd'hui, la collecte que l'on a de nos données est à la fois liée aux entreprises, mais aussi liée à nos partenaires avec lesquels on travaille, qui nous permettent de reboucler sur la donnée disponible pour nos clients. Le Sébastien en parlait, il y a le fait que le client publie effectivement ses propres données, mais il y a aussi le fait que nos outils nous permettent de partager, en fait, pour un seul partenaire, un seul client, différents points d'analyse, différents points de données qui nous permettent d'alimenter notre propre base de données. Et donc, il nous permet de définir, en fait, les différents flux financiers et les différents comportements soit de paiement ou
les comportements financiers de nos clients. Donc, on a un outil qui nous permet d'agréger tous ces éléments-là. Ok, merci. Sur une question de Patricia aussi également. Donc finalement, pour vous, quelle est la mission principale d'un credit manager, donc peut-être pour Jean-Paul aussi? Est-ce que c'est travailler aux causes ou aux effets, ou les deux? Je vais pas faire, j'ai rien contre les Normands, hein, je vais pas vous faire une réponse de Normand, les deux, Ouais. bien évidemment. Non, je pense que on en parlait tout à l'heure. Le Creditman, c'est pas un super-héros, loin de là, loin de là. Par contre, il se doit véritablement d'être à mi-chemin entre le business et la finance, analyser bien évidemment les causes pour en maîtriser les effets, mais l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, je ne peux pas gérer que mes effets, par exemple que mon aspect collection, si je n'anticipe pas, si je ne travaille pas en amont. Voilà. Ça dépend de la maturité. J'imagine qu'on démarre par les effets en général. Alors, la maturité de l'entreprise ou la maturité des processus, c'est autre chose. L'état d'esprit dans un creditman, c'est véritablement d'être à la croisée de ça. Après, si d'un point de vue technique ou opérationnel, il y a des éléments d'amélioration ou parce que la structure n'est peut-être pas encore prête, peut-être. Il y a des investissements à faire ou une réflexion à apporter. En revanche, l'analyse des effets, l'analyse des causes est pour moi majeure et centrale. C'est vrai que en englouti, on voit beaucoup d'outils qui font de la collection pure, hein, qui font du recouvrement pur. Donc c'est effectivement pour ça qu'on a intégré aussi à Quote la partie risque. Effectivement, le but étant de ne pas gérer que les effets, mais de pouvoir analyser les causes pour pouvoir mieux gérer les effets justement. Exactement. Et les causes à la fois sur votre portefeuille de clients actuels, mais gérer les causes aussi sur la partie prospection, sur la partie prospect, donc ce qui permet effectivement d'aller encore plus loin. Donc, c'est une réponse sans être une réponse de Normand, un peu de Normand quand même, mais on l'accepte. On l'accepte. Est-ce que Patricia toujours qui demande si sur la base de ce qu'a expliqué Sébastien tout à l'heure sur la façon de repérer les entreprises zombies, est-ce que les éléments de calcul et les éléments pourront être transmis ou en tout cas il y a certaines informations qui pourront lui être données après le webinaire? Oui, bien sûr. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et Sally, la question d'après, également posée par sur cette notion de comment est-ce qu'on peut repérer les entreprises qui ont obtenu un PGE. Il faut savoir que selon les statistiques de la Banque de France, là, que j'ai lu récemment, je crois qu'on est aux alentours de 600, pratiquement 670 000 qui ont obtenu un PGE. C'est quand même énorme. Il faut savoir qu'en France, on estime à peu près 1 300 000 entreprises économiquement actives. Donc, vous voyez, c'est pratiquement la moitié. Hein, alors, effectivement, c'est pas une donnée qu'on a dans nos bases de données, hein, puisque c'est une donnée qui n'est même pas lisible dans un bilan dans l'absolu. Et puis, au pire, ça sera visible que dans un an. Mais on travaille avec la Banque de France sur ces sujets-là. Et cette notion de pouvoir identifier d'où vient l'état de la trésorerie en fonction de, vous l'avez très bien justement dit, soit de la propre activité, donc avec l'augmentation du chiffre d'affaires, soit lié à l'endettement, ça c'est crucial, sur lequel on travaille activement avec nos data scientists. Et là, c'est pareil, on pourra vous envoyer quelques éléments ou échanger ensemble si vous souhaitez. Ok, super. Merci beaucoup. On a fait le tour, il est 12h05, on a dépassé un petit peu de 5 minutes. Il n'y a pas de nouvelles questions qui ont été posées depuis quelques minutes. On vous laisse. Simplement un remerciement. Merci à vous, Patricia, d'être resté jusqu'au bout et d'avoir participé en posant vos questions. On espère que les réponses effectivement apportées étaient suffisamment claires et n'hésitez pas surtout à prolonger les échanges, que ce soit avec moi ou avec Sébastien et Jean-Paul par la suite. Le mot peut-être pour la fin, du coup, je vous laisse le mot pour la fin. On n'a plus d'autres questions. Go to cash, hein. Tout simplement. C'est le nerf de la guerre. Go to cash, ouais. Voilà. À la fois en termes d'état d'esprit, en termes de top management, effectivement, d'implication du top management, et puis en termes d'outils et de process. Donc, mettre tout ça pour effectivement diffuser cette culture cash à fond. Exactement. On est à votre disposition pour la suite. Vous avez accès au replay, de toute façon, si vous souhaitez revoir les échanges, vous repassez certaines réponses, repasser aussi les diapos qui vous ont été présentés. N'hésitez pas à regarder le replay.
Et puis, si certains sont intéressés pour avoir un premier échange, que ce soit avec Sébastien à propos d'Altares et de ce qui est possible, ce que peut faire Altares pour vous, pour votre entreprise, dans votre cas personnel, ou un échange avec moi directement à propos de Quote sur un outil qui vous permettrait effectivement d'avoir l'ensemble de vos données au même endroit sur la gestion des risques et le recouvrement et le reporting, je serais très heureux d'en parler avec vous et voir si c'est opportun de vous faire une petite démo de l'outil. Je vous remercie à tous. Je vous remercie Sébastien et Jean-Paul pour votre présence, de vous être prêtés au jeu. C'était hyper intéressant d'avoir votre témoignage et d'avoir votre regard à la fois sur l'étude et sur le contexte et puis sur les évolutions et les impacts que ça a sur votre métier, le projet que vous avez mené depuis quelques mois maintenant. J'espère que ça a intéressé tout le monde. Et puis, je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Et puis, à bientôt pour ceux qui souhaitent poursuivre les échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.